Ah, mon fils, s'il y a quelque chose que la vie m'a enseigné, c'est que nous ne choisissons pas toujours le chemin sur lequel nous marchons. Parfois la vie nous pousse sans pitié, et nous devons décider si nous restons au sol ou si nous nous levons pour marcher à nouveau. Je m'appelle Douleur Dubois, j'ai 90 ans, et je te le dis avec certitude. J'ai tout vu dans ce monde, mais rien, absolument rien n'a été pire que la douleur d'être vendu par mon propre père. L'histoire que je vais raconter n'est pas belle, ce n'est pas un conte de fées, mais elle a de la vérité, de la lutte, de la douleur et un nouveau commencement. Parce qu'à la fin, j'ai découvert que personne ne n'est condamné. Nous pouvons choisir d'être plus forts que le destin qu'ils essaient de nous imposer. Et si tu crois avoir déjà vu de la souffrance dans cette vie, alors écoute bien, parce que ce que j'ai vécu, mon fils, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Il y a des choses qui ne s'oublient jamais. Le temps peut passer, la vie peut changer, le monde peut tourner 1000 fois, mais il y a des blessures qui restent gravées dans l'âme, comme des cicatrices qui ne se ferment jamais. Et pour moi, cette blessure fut le jour où mon père m'a vendu. J'avais 12 ans. J'étais encore une enfant qui jouait pieds nus sur la terre chaude, qui faisait des poupées de chiffon avec les restes que ma mère cousait. À cette époque, la vie était déjà dure, mais je ne comprenais pas la misère qui nous entourait. Nous vivions dans une cabane de bois avec un toit rafistolé et un sol de terre. Je partageais un matelas fin avec ma mère dans un coin, tandis que mon père, Don Antoine, dormait seul, ronflant après s'être saoulé. C'était un homme bourru, de peu de mots et de nombreux vices. Il travaillait du lever au coucher du soleil, mais l'argent ne suffisait jamais. Ma mère, Dame Elvire, était différente, silencieuse, affectueuse avec moi. Elle n'élevait jamais la voix, mais ses yeux me disaient tout ce que sa bouche taisait. Ce jour-là, je me suis réveillée avec un nœud dans la poitrine. Je ne sentais pas l'odeur du café. Je n'entendais pas ma mère bouger les casseroles, ni mon père sortir tôt au champ. Tout était étrange. Quand je suis entrée dans le salon, j'ai vu 2 hommes assis à table. L'un était Don Gaspard, propriétaire du cabaret où mon père buvait. L'autre était un inconnu, bien habillé, avec un regard qui m'a fait trembler. Mon père tenait un verre d'alcool, et ma mère, recroquevillée dans la cuisine, pleurait en silence. « Je n'ai pas d'argent, mais j'ai la petite », dit-il sans même me regarder. Je suis restée pétrifiée. Que disait-il? Mon cœur battait fort. J'ai cherché ma mère espérant une explication, mais je n'ai vu que de la douleur sur son visage. L'inconnu s'est approché, m'a regardé de haut en bas, comme si j'étais une marchandise. Petite, mais forte. Elle fera l'affaire, dit-il. Mon estomac s'est retourné. Je ne comprenais pas bien, mais je savais que c'était quelque chose de terrible. Marché conclu, dit mon père en levant son verre, comme s'il trinquait à ma condamnation. Ma mère éclata en sanglots. J'ai couru vers elle, j'ai agrippé sa jupe et j'ai supplié. « Mère, s'il vous plaît, dites-moi que ce n'est pas vrai. » Mais elle ne fit que prendre mon visage entre ses mains et avec des larmes dans les yeux, murmura « Pardonne-moi, ma fille. » Ce fut la dernière chose que j'entendis avant que l'homme me tire par le bras. Je me suis débattue, j'ai crié, mais il m'a traînée hors de la maison. La dernière image que j'ai eue fut celle de ma mère agenouillée au sol en pleurant, tandis que mon père se servait un autre verre. Ils m'ont fait monter dans une charrette. Mon cœur battait de manière incontrôlée, essayant de comprendre ce qui se passait. Le soleil brûlait ma peau, la poussière m'aveuglait et l'homme conduisait comme si rien ne se passait. « Où m'emmenez-vous » demandai-je d'une voix brisée. Il ne fit que rire. « Tu le sauras bientôt. » Je tremblais de peur. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La charrette avançait sur le chemin poussiéreux, en cahotant, tandis que je sentais que mon cœur allait sortir de ma poitrine. L'homme ne parlait pas. Il sifflait seulement une mélodie qui me donnait des frissons. Après des heures, nous sommes arrivés à une grande construction, différente de tout ce que j'avais vu. Une maison à 2 étages avec de la peinture écaillée et des rideaux rouges qui flottaient aux fenêtres. Bien que je n'ai jamais été dans un endroit pareil, mon corps sut instantanément. C'était un piège. L'homme me fit descendre brusquement. « Allez, petite, maintenant ta vraie vie commence. » Le mot me frappa comme un fouet, et je sus que l'enfer ne faisait que commencer. Il m'appelait ainsi, mais dans la bouche de cet homme, le ton était différent. C'était une façon de me faire sentir plus petite que je ne me sentais déjà. J'ai dégluti quand ils m'ont poussée à l'intérieur, et une forte odeur de parfum bon marché mélangé à l'alcool m'a envahi. Les murs étaient couverts d'étoffes colorées, et le plancher craquait à chaque pas. Il y avait des femmes partout, certaines assises sur des canapés usés, riant fort avec des hommes ivres. D'autres dansaient au milieu de la salle avec peu de vêtements et des sourires faux.
Mes yeux parcouraient l'endroit essayant de comprendre où j'étais. « Voici la nouvelle », dit l'homme qui m'avait amené en poussant mon bras vers l'avant. Une femme apparut du fond, grande, mince, avec les cheveux ramassés en chignon serré. Elle portait un costume bleu brillant, le visage couvert de poudre et les lèvres rouges. Ses yeux m'examinèrent avec une expression indéchiffrable. « Petite, hein ?» dit-elle en prenant mon menton et en tournant mon visage. « Mais elle a de la structure, elle rapportera. » Je sentis un nœud dans l'estomac. « Livré à Madame Odette », dit l'homme. Elle lui lança un sac en toile. Il compta l'argent, sourit satisfait et me lança un dernier regard de mépris avant de partir, comme s'il venait de vendre un animal au marché. « Moi, où vais-je » parvins-je à demander d'une voix tremblante mais ferme. Madame Odette me regarda de haut en bas. « Où je le dis ?» fit demi-tour et monta les escaliers. Je suis resté là tremblant, sans savoir quoi faire. Je ne voulais pas pleurer devant ces femmes. C'est alors que j'ai senti une main sur mon épaule. « Viens, petite !» dit une jeune fille à la peau sombre et aux cheveux longs. Sa voix était douce, sans méchanceté. Je l'ai suivie par un couloir étroit jusqu'à une petite chambre avec à peine un lit et une vieille commode. « Ici sera ton coin. Repose-toi, parce que demain ta vie changera pour toujours. Je ne veux pas rester ici, » murmurai-je. Elle me regarda avec pitié. « Aucune de nous n'a voulu, petite, mais vouloir ne change rien. » Elle ferma la porte et je me recroquevillai sur le matelas dur, le cœur battant fort. Je ne savais pas ce qui m'attendait, mais une chose était sûre, j'étais piégée. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Le matelas sentait l'humidité, et les rires et cris du salon me rappelaient que ce n'était pas un rêve. Le matin suivant, la même jeune fille ouvrit la porte brutalement. « Lève-toi, petite, il n'y a pas de temps pour la paresse. » Je me suis redressée endolorie par le voyage et la peur. « Je m'appelle Émeraude, » dit-elle en croisant les bras. « Et toi ?»« Douleur, » répondis-je, surprise que quelqu'un demande mon nom. « Eh bien, écoute bien, Douleur. Plus tôt tu apprendras les règles d'ici, mieux ce sera pour toi. » Je savais qu'il y avait des règles, mais l'entendre me donna des frissons. « Tu nettoieras les sols, tu aideras en cuisine, et tu te conduiras bien quand les clients seront prêts. Madame Odette n'aime pas les filles rebelles. »« Je veux partir, » dis-je en serrant les poings. Émeraude lâcha un rire sec. « Personne ne veut rester, mais on ne sort que quand Madame Odette le permet. » Un poids tomba sur ma poitrine. J'avalai mes larmes. J'avais déjà appris que montrer sa faiblesse ici était dangereux. Elles m'emmenèrent à la cuisine, où d'autres jeunes filles épluchaient des légumes et remuaient des marmites. L'odeur de nourriture était forte et mon estomac gargouilla. Une femme petite et robuste montra une pile d'assiettes sales. « Commence par là. » Je lavai assiette après assiette en silence. Mes mains se ridèrent à cause de l'eau savonneuse, mais je préférais cela qu'être dans le salon. Au moins, là, j'étais encore juste une enfant qui faisait des tâches, mais la paix ne dura pas. Cet après-midi, Madame Odette m'appela. « Comment s'est passée ta première journée, Douleur ?» demanda-t-elle en s'éventant avec un éventail doré. « J'ai travaillé en cuisine, » répondis-je sèchement. Elle sourit, mais ce n'était pas un vrai sourire. « C'est un début, mais tu sais que tu n'es pas venu pour ça, n'est-ce pas ?» Mon sang se glaça. « Je peux rester en cuisine. Je sais cuisiner, je sais nettoyer. »« Ah, ma petite, » dit-elle en s'approchant. « Ici, personne ne choisit rien. » Elle s'arrêta devant moi, m'examinant comme si j'étais un objet défectueux. « Tu n'es pas comme les autres, ton visage. Il y a des clients qui cherchent l'exotique, mais d'autres préfèrent le commun. Il sera difficile de te placer. » Je voulais disparaître. Je voulais crier, mais je suis restée silencieuse, gardant la haine dans ma poitrine. Avec les jours, j'ai compris que Madame Odette avait raison. Les autres filles me regardèrent du coin de l'œil, chuchotaient quand je passais. Les clients m'examinaient comme si j'étais une bizarrerie, quelque chose qu'ils ne savaient pas s'ils désiraient. Et quand ils me remarquaient, ce n'était jamais avec de bons yeux. « Elle ressemble à une esclave fugitive », j'entendis dire un homme un soir en riant avec un autre. Je sentis mon visage brûler, mais je continuais à servir des verres comme si de rien n'était. Je ne pouvais pas répondre, ni les regarder mal. Madame Odette m'avait déjà prévenu, si je causais des problèmes, je paierais cher. Ainsi passèrent les premiers mois, travaillant, entendant des insultes, avalant mes larmes. Chaque jour, je sentais qu'un morceau de moi disparaissait, mais au plus profond, je gardais une certitude. Cela ne serait pas pour toujours. Je m'échapperais, même si c'était la dernière chose que je ferais. Le temps dans cet endroit était différent. Les jours traînaient lentement, mais les mois filaient. Quand je m'en rendis compte, j'étais déjà piégée dans cet enfer depuis presque 1 an. La routine était toujours la même. Se réveiller tôt, laver le sol du salon, nettoyer les chambres après les clients, aider en cuisine
et servir des boissons aux hommes du cabaret. Je faisais tout en silence, sans lever les yeux, sans donner de raison à Madame Odette de me punir. J'appris rapidement que toute erreur avait un prix élevé. Cet endroit avait ses règles. Une fois, une fille tenta de fuir, elle n'arriva même pas au coin de la rue. Quand on la ramena, Madame Odette l'enferma 3 jours sans nourriture ni eau. Après cela, personne d'autre ne tenta, mais je savais qu'un jour je partirais. Je ne savais pas comment, ni quand, mais l'idée ne quitta jamais mon esprit. En attendant, je ne faisais que survivre. Être la plus jeune et la seule noire faisait la différence. Je compris vite que j'avais une valeur différente. Les hommes blancs faisaient des grimaces de dégoût, faisaient des blagues, ou m'ignoraient, simplement. Ce n'est pas une ferme pour payer pour des noirs, entendis-je crier un parmi les rires. Madame Odette, frustrée de ne pas pouvoir me vendre comme les autres, m'assignait les pires travaux, servir les clients les plus ivres, ceux que personne ne voulait. « Tu dois rapporter d'une manière ou d'une autre », disait-elle. Certains, cependant, me remarquaient. C'étaient les pires, ceux qui arrivaient en disant qu'ils n'avaient jamais été avec une noire, qu'ils voulaient essayer. Ils me parlaient avec dégoût, me regardaient comme un objet exotique. Émeraude était la seule qui essayait de m'aider. Si elle me voyait épuisée, elle prenait une partie de mon travail. Si un client devenait violent, elle essayait de m'en sortir, mais elle ne pouvait pas toujours. Une nuit, après une journée particulièrement cruelle, elle s'assit à côté de moi dans le couloir des chambres. « Tu dois apprendre à te protéger, douleur, » dit-elle sans me regarder. « Fermer ton cœur, faire semblant de ne pas sentir. » Je fermais les yeux. Je voulais croire qu'elle se trompait, mais je savais que non. Les mois passèrent, et j'appris à me taire, à avaler mes pleurs, à endurer, mais à l'intérieur, je ne me suis jamais rendue. J'observais tout, mémorisant chaque détail, chaque opportunité. Ce fut dans une de ces nuits en servant des boissons que j'entendis quelque chose qui alluma une étincelle d'espoir. 2 clients parlaient d'un nouveau chemin vers le port. « Maintenant, c'est plus facile d'y arriver », dit l'un. Mon cœur battit fort. Je n'avais jamais pensé où je fuirais, mais l'idée du port se planta dans mon esprit. Si je réussissais à y arriver, peut-être trouverais-je un bateau, un moyen de disparaître pour toujours. Il me fallait juste la bonne opportunité, et je savais que tôt ou tard, elle arriverait. Je commençais à observer avec plus d'attention les horaires qui entraient et sortaient, quand les portes restaient sans surveillance. Je savais que s'échapper la nuit était impossible. Le cabaret ne dormait jamais, mais peut-être à l'aube, quand les autres filles étaient encore épuisées, l'opportunité arriva par une nuit étouffante pendant que je nettoyais un coin du salon. Un homme différent entra au cabaret. Il n'était pas comme les autres. Il portait un costume bien coupé, avait un regard observateur et un air sérieux. Il s'assit au comptoir, commanda une boisson et resta à regarder autour sans appeler les femmes ni rire bruyamment. Madame Odette le remarqua et s'approcha avec son faux sourire habituel. « Cela fait longtemps qu'on ne vous a pas vu par ici », dit-elle en lui servant un autre verre. L'homme sourit de côté. Les affaires m'ont ramené. Émeraude s'approcha de moi et chuchota. « Celui-là est dangereux. Il voyage, apporte des choses de l'extérieur. On dit qu'il a des contacts au port. » Mon cœur s'accéléra. Le port. Par instinct, je le regardais juste quand ses yeux se plantèrent dans les miens. Il fronça les sourcils, m'étudiant d'une manière différente. Je me penchai rapidement, feignant d'arranger quelque chose par terre, mais mon cœur battait si fort que je craignais que tout le monde l'entende. Si cet homme avait des connexions au port, il pouvait être mon salut. J'attendis que le salon se vide. Quand je le vis se lever pour partir, je courus vers Émeraude. J'ai besoin de lui parler. Elle me regarda comme si j'avais perdu la raison. « Tu veux mourir ? Si Madame Odette te voit t'immiscer avec ce type, elle t'enferme et jette la clé. »« Je sais, » dis-je d'une voix ferme, « mais c'est ma seule opportunité. » Émeraude soupira, me prit par le bras et me regarda dans les yeux. « Tu es prête à tout risquer ?» J'acquiesçai. « Tout. » Elle ferma les yeux un instant, puis respira profondément. « Alors va, mais vite !» Je sortis dans le couloir et suivis l'homme qui s'arrêta en entendant mes pas. « Que veux-tu, petite ?» demanda-t-il en m'étudiant. « J'ai besoin de sortir d'ici, » répondis-je en avalant difficilement. « Je sais que vous avez des contacts au port. Aidez-moi. » Il leva un sourcil et lâcha un rire sans humour. « Tu sais ce que tu demandes ? Ce n'est pas un jeu. Je préfère mourir en essayant que pourrir ici. » Il resta silencieux un moment. Puis il regarda autour comme cherchant des espions. « Le bateau part dans 3 jours à l'aube. Je peux t'embarquer, mais tu devras arriver seul. » L'espoir et la peur me remplirent la poitrine. « J'y arriverai. » Il acquiesça. « Sois maligne et ne le dis à personne. » Je savais qu'il avait raison, mais le cacher à Émeraude était impossible. Cette nuit-là, couché dans mon lit dur, je regardais le plafond. 3 jours.
3 jours pour échapper à l'enfer. Je planifiais chaque détail. Comment sortir sans faire de bruit? Quelle robe porter pour passer inaperçue? La nuit avant la fuite, Émeraude me coinça. « Tu es sûre de faire ça? C'est ma seule chance. » Elle respira profondément et me prit la main. « Alors je t'aiderai. Je distrairai Madame Odette. Mais tu dois courir. » Mon cœur me fit mal. Si on la découvrait, elle paierait cher. « Émeraude, tais-toi! Promets-moi juste que ça marchera. » « Je le promets. » Elle serra ma main et cette nuit-là, pour la première fois en années, je dormis en rêvant de liberté. Je me réveillais avant l'aube, le cœur battant comme un tambour. Ce n'était pas de la peur, c'était autre chose que je ne ressentais pas depuis longtemps. L'espoir. Je m'habillais avec la robe la plus simple que je trouvais, ramassai mes cheveux et mis mes sandales usées. Émeraude m'attendait à la porte. Sans parler, elle me donna un morceau de pain et un mouchoir avec de la nourriture. « Va-t'en avant que je me repente », chuchota-t-elle. « Merci », répondis-je avec un nœud dans la gorge. Elle ne sourit pas, se retourna et disparut dans le couloir. Je respirais profondément. C'était maintenant ou jamais. La maison dormait encore. Les filles épuisées, Madame Odette dans son bureau comptant l'argent, le garde qui somnolait près de la porte. Je marchais sur la pointe des pieds, évitant les planches qui craquaient. La porte arrière gémit en s'ouvrant, mais personne ne donna l'alerte. L'air froid de la rue me frappa le visage. J'étais dehors, mais pas encore libre. Je marchais vite sans courir, me mêlant parmi les ivrognes qui trébuchaient et les travailleurs qui montèrent leurs éventaires. La ville se réveillait, et moi avec elle. Les chats fouillaient les poubelles, cherchant de la nourriture. Le port était loin, à de longues minutes de marche, mais j'avais le temps. Le bateau partirait à l'aube. Chaque coin que je tournais, mon cœur se serrait comme si je sentais le regard de Madame Odette me poursuivre, bien que je sache qu'elle n'avait pas encore découvert ma fuite. En traversant une petite place, un groupe d'hommes me vit. « Eh, la brune, seule à cette heure ?» J'ignorais leurs paroles et accélérai le pas, mais l'un d'eux rit. « Eh, on dirait qu'elle fuit de chez elle. » La peur me parcourut, mais je continuais. J'avais déjà passé par des choses pires. Quand j'aperçus enfin le port, mon cœur fit un bond. Le bateau devait être là à m'attendre. Mais alors un cri déchira l'aube. La Noire s'est échappée. Je m'arrêtai net. La voix de Madame Odette. Je savais qu'elle ne laisserait pas passer ça. Je me mis à courir sans me soucier de qui me voyait. Mes pieds frappèrent les pavés. Le vent coupait mon visage. Derrière moi, des pas accélérés. Je ne regardais pas en arrière. L'odeur de mer devint plus forte, mélangée aux cris des dockers. Le port était un chaos, mais je ne cherchais qu'une chose, le bateau. Et il était là, l'homme du cabaret, parlant près de la rampe. En me voyant, ses yeux s'ouvrirent. « Cours, petite !» Je me lançai vers l'avant. Madame Odette criait derrière « Attrapez cette maudite !» L'homme me prit par le bras à la dernière seconde. Je montais en m'accrochant à une corde tandis que la rampe se retirait. Le bateau s'éloigna, et là était Madame Odette sur le quai avec les yeux pleins de haine. « Tu mourras dans la misère, Noire. Personne ne te voudra. » Mais le bateau continua sa route, et pour la première fois en années, je souris. J'étais libre. Le vent salé nettoyait ma peau, comme si chaque goutte effaçait les années de souffrance. Mais la liberté était encore une saveur nouvelle, une que j'osais à peine croire. L'homme qui m'avait aidé m'observa les bras croisés. « Tu causes des problèmes ?»« Non, » répondis-je. Il regarda l'horizon. « Ce bateau va vers une autre ville. Quand nous arriverons, tu seras livré à toi-même. » La peur revint. Je ne connaissais personne. Je n'avais ni argent ni refuge, mais j'avais quelque chose que personne ne pouvait m'enlever. L'envie de vivre. À l'accostage, la ville était différente. Rue large, bâtiments hauts, l'arôme de pain frais mélangé à la fumée. Je restais immobile au milieu du quai, perdu. C'est alors que je remarquai un regard sur moi. Une femme noire, habillée simplement avec un panier de fruits sur la tête. Nos yeux se rencontrèrent et elle fit un geste presque imperceptible, comme reconnaissant quelqu'un de sa même lutte. Je m'approchai timidement. « Bonjour, j'ai besoin de travail. » Elle me scruta. « Tu fuis quelque chose, petite ?» Je restai pétrifié. C'était si évident. « Je veux juste travailler. » Elle se tut un moment, puis elle pointa devant. « Là-bas, il y a un marché. Si tu aides à décharger un camion, tu gagneras quelque chose. » C'était une opportunité. Au marché, l'odeur de fruits et poissons frais remplissait l'air. Un homme moustachu déchargeait des sacs de pommes de terre. « Tu as besoin d'aide ?» Il me regarda avec scepticisme. « Tu supportes le poids ?»« Je supporte. » Il jeta un sac au sol. « Porte-le au banc de Catherine. Si tu peux, il y en a d'autres. » Je chargeai le sac sur mon épaule. Il pesait, mais pas autant que les années que j'avais portées au cabaret. Je sentis des regards sur moi.
Je ne savais pas si c'était de la curiosité ou de la méfiance, mais pour la première fois, c'étaient des regards que je pouvais affronter. Parce que maintenant, j'étais enfin libre. Les premiers jours dans la ville furent durs. Le propriétaire de l'éventaire, un homme mince aux petits yeux, me montra où laisser les sacs. « Tu es forte » commenta-t-il. Je ne répondis pas, je continuais juste à travailler. À la fin de la journée, le camionneur me donna quelques pièces et un morceau de pain. « Si tu reviens demain, il y en aura d'autres. » Je remerciai et partis chercher un endroit pour dormir. Je marchais jusqu'à ce que mes jambes ne tiennent plus. Je m'assis sur une place et mangeai le pain lentement, sachant que c'était tout ce que j'aurais cette nuit-là. Le froid de la nuit me pénétra jusqu'aux os. Je me recroquevillai contre le mur d'un bâtiment en grelottant, mais c'était quand même mieux que le cabaret. J'étais libre. À l'aube, avec le corps endolori par le sol dur, je me levai et retournai au marché. Le camionneur me regarda du coin de l'œil, mais acquiesça. Il y a beaucoup à décharger aujourd'hui. Je chargeais des sacs de manioc jusqu'à ce que mes épaules me brûlent. Le poids voulait me plier, mais je savais que si je m'arrêtais, je ne mangerais pas. Entre les cris des vendeurs et l'agitation du marché, je remarquais des regards vers moi. Ce n'était pas seulement de la curiosité, c'était cette vieille reconnaissance d'être différente, d'être moins à cause de ma peau sombre. À la fin de la journée, le camionneur me paya avec des pièces et un morceau de fromage. « Tu travailles bien », dit-il. « Mais il y a des gens qui n'aiment pas voir une noire occuper l'espace. Fais attention. » J'achetai du pain et du lait avec mes gains et m'assis sur la place pour manger. C'est alors qu'une fillette de pas plus de 7 ans s'approcha. « Ma maman dit que ceux qui dorment dans la rue ne durent pas longtemps, » dit-elle avec innocence avant de courir vers l'éventaire de fruits. Là, la même femme qui m'avait aidé le premier jour m'observait. Les jours passèrent. Je travaillais, mangeais peu, dormais où je pouvais. Jusqu'à ce qu'un après-midi, la femme de l'éventaire m'appelle. « Comment tu t'appelles, petite ?»« Douleur. » Elle s'essuya les mains sur son tablier. « Il y a une chambre derrière l'éventaire. Elle n'est pas grande, mais c'est mieux que la rue. » Je sentis un nœud dans la gorge. « Et que voulez-vous en échange ?»« De l'aide à l'éventaire. Tu sais peser les fruits ?»« J'apprendrai. » Ainsi, sans plus, j'obtins mon premier vrai toit. La chambre était petite, avec un lit étroit et une table. Mais cette nuit-là, pour la première fois, je dormis sous un toit qui ne me faisait pas peur. Ce fut à cet éventaire que ma vie commença à changer. Et ce fut là aussi que je rencontrai quelqu'un qui changerait tout. Un matin, pendant que j'arrangeais des oranges, un jeune homme s'approcha. Peau sombre, yeux vifs, sourire facile. « Bonjour, dame Madeleine. » La propriétaire lui remit un sac de mangue. Il me regarda du coin de l'œil. « Et cette nouvelle ?»« Douleur, dis-je. François, enchanté. » Ce ne fut qu'un nom échangé, un instant. Mais à ce moment-là, sans le savoir, je venais de rencontrer l'homme qui changerait mon histoire pour toujours. Peu à peu, je m'habituais à ma nouvelle routine à l'éventaire de dame Madeleine. C'était un travail simple, mais digne. Et pour la première fois de ma vie, je sentis que j'avais une place. Le marché avait son propre rythme. Matins agités avec des clients pressés. Après-midi plus tranquille, où François trouvait toujours des excuses pour me rendre visite. Je remarquais comment son sourire facile illuminait mes journées. Contrairement aux hommes du bordel, il ne me regardait pas avec des intentions. Il appréciait juste de converser. Et moi, après des années d'être traité comme un objet, je commençais à apprécier cette nouveauté. Un après-midi, dame Madeleine me prit à part. « Ce garçon te fait la cour, Douleur. » Je niais de la tête, mais elle insista. « Les hommes ne viennent pas tous les jours juste pour converser. Et quelqu'un comme lui voudrait quelque chose avec quelqu'une comme moi ?» demandai-je en regardant mes mains. « Tu es travailleuse et honnête. Le passé ne te définit pas, » répondit-elle en caressant ma tête comme le ferait une mère. Le lendemain, François arriva avec une proposition inattendue. « Aujourd'hui, je ne suis pas venue acheter. Tu veux te promener ?» Dame Madeleine me poussa vers lui. Nous marchâmes dans la ville, et pour la première fois en années, je ne sentis pas de peur. Il parla de ses rêves, avoir son propre commerce. Puis, dans un champ où des enfants jouaient, il me demanda « As-tu jamais aimé quelqu'un, Douleur ?» « Je ne crois pas, » répondis-je. « L'amour est un choix, » dit-il en me regardant fixement, « et je crois que je suis en train de choisir maintenant. » Mon cœur battit fort. Peut-être, juste peut-être, moi aussi je méritais d'être aimé. Les mois transformèrent notre amitié. François fut patient, respectueux, jusqu'à ce qu'un jour, sérieux comme jamais, il me demande en mariage. « Je ne suis pas femme à marier, » protestai-je. « C'est moi qui décide quelle femme je veux, » répondit-il en prenant mes mains. À ce moment-là, je compris. L'avenir était à moi à modeler. Nous nous mariâmes au coucher du soleil dans la chapelle du village. Dame Madeleine fut ma marraine.
Je portais une robe bleu clair qu'elle avait cousue elle-même. Sans luxe, mais avec quelque chose de nouveau. Un foyer. Nous louâmes une petite maison humble où nous construisîmes notre famille. D'abord arriva Marie, ma première-née. Quand je la tins dans mes bras, je pleurais comme jamais. Chaque larme nettoyait d'anciennes blessures. Puis Thérèse, inquiète comme le vent, et finalement Dahlia, notre bébé qui ferma notre nid avec une clé d'or. Chaque enfant m'enseigna sur l'amour. Donner, recevoir et craindre pour un autre. François, avec sa patience, me démontra que l'amour n'était pas que des mots, mais des choix quotidiens. Ensemble, nous écrivîmes une histoire où la douleur d'hier ne dicta pas le lendemain. J'appris que je n'étais pas condamnée à être seulement ce que d'autres avaient fait de moi. Je pouvais être plus, mère, épouse, femme, tout à la fois. Ainsi passèrent les années. Mes filles grandirent, et je continuais. Mais je n'oubliais jamais ce que j'avais vécu. Certaines nuits, je me réveillais encore en sursaut, entraînée par des rêves qui me ramenaient au passé. Je ne cachais jamais mon histoire à mes petites. Petites, je leur racontais des versions douces, sans détails. Avec le temps, je partageais davantage. Je voulais qu'elles sachent d'où venait la force qu'elles portaient dans le sang. « Comment quelqu'un peut-il vendre sa propre fille ?» demanda Marie un jour avec colère. « Le désespoir fait que même les bons font des choses terribles, ma fille. Cela n'a pas de pardon, mais garder la haine ne change rien. » Elles écoutèrent, chacune à sa manière, et ainsi mon histoire devint partie d'elles aussi. Le temps passa en me faisant grand-mère. 3 petits-enfants, chacun avec son caractère, remplirent ma maison de joie. Aujourd'hui, à mes 90 ans, je regarde en arrière et vois tout ce que j'ai vécu. J'ai souffert, oui. J'ai porté des douleurs que personne ne devrait porter, mais j'ai aussi vaincu. Et si j'ai appris quelque chose, c'est ceci. Nous ne sommes pas seulement ce qu'ils nous ont fait. Nous sommes ce que nous choisissons de faire avec cela. Le prix que j'ai payé fut élevé, mais la vie que j'ai construite valait chaque cicatrice. Les hivers commencèrent à se sentir plus froids dans les os, mais la chaleur de ma famille me tint toujours debout. Chaque ride sur mon visage racontait une histoire. Chaque cicatrice avait sa raison d'être. J'accompagnais encore François au marché les dimanches, bien que je ne porte plus de sac comme avant. Mes filles riaient en me voyant marchander les prix avec les mêmes vendeurs d'il y a 40 ans. Je plantais un jardin de bougainvilliers dans la cour, où je passais des heures à tricoter pendant que mes petits-enfants jouaient. Le tricot me devenait difficile avec les doigts engourdis, mais je persistais. « Grand-mère, pourquoi tu as ces marques sur les bras ?» demanda mon petit-fils Jean un après-midi. Je lui racontais les épines de rose et les jours difficiles, gardant les vérités les plus dures pour quand il serait plus grand. Un jour sur la place, je vis une femme émaciée qui mendiait. Ses yeux rencontrèrent les miens et je reconnus Émeraude, celle qui m'avait aidé à m'échapper. Je lui achetai un chocolat chaud et nous parlâmes de vie qui aurait pu être. Ma fille aînée déménagea au nord avec sa famille. Ces lettres mensuelles, pleines de dessins des enfants, devinrent mon trésor. Je les gardais dans une boîte de cèdre près de mon lit. Quand la toux de mon mari ne se calma pas pendant des semaines, le médecin parla de poumons endommagés par des années de travail dans la poussière du marché. Pour la première fois en décennies, je sentis la peur de rester seule. Je passais des mois à préparer des thés d'eucalyptus et à frotter son dos avec des onguents. Une nuit, il me prit la main et dit « Ça en valait la peine, n'est-ce pas, Lola ?» Je ne pus répondre. J'acquiesçais seulement avec des larmes. François partit au printemps quand les bougainvilliers étaient en fleurs. Ses derniers mots furent pour me demander de continuer à raconter notre histoire. Pendant des mois, sa chaise à table resta vide, jusqu'à ce qu'un jour ma petite fille Dahlia s'y assoie avec son assiette et dise « Grand-mère, raconte-moi encore comment tu as connu grand-père. » Je commençais à réunir la famille chaque 15 septembre. Je préparais du cassoulet et enseignais aux petits-enfants les chansons que François fredonnait en travaillant. Quand mon ancienne patronne mourut à 95 ans, j'héritai sa recette secrète de confiture de goyave. Maintenant, mes arrière-petits-enfants la demandent à chaque visite. Le marché où nous travaillions se modernisa, mais mon banc favori devant l'église resta pareil. Là, je m'asseyais pour voir passer la vie avec mes amies veuves. Le jour où ma fille du milieu trouva son premier cheveu blanc, elle vint pleurer chez moi. Je lui dis « C'est l'argent que la vie nous donne pour avoir survécu. » Ma petite devint avocate et défendait des femmes dans des situations comme la mienne quand j'étais jeune. Chaque fois qu'elle gagnait un cas, je sentais que ma douleur avait servi à quelque chose. À mes 85 ans, la mairie me donna un diplôme pour parcours de résilience. Je l'accrochai près du portrait de mariage de François. Quand mes jambes ne me portèrent plus au-delà de la cour, mes filles m'apportèrent un fauteuil en osier où je recevais les visites comme une reine sur son trône.
Pour mes 90 ans, je plantais un oranger avec mes arrière-petits-enfants. Les racines fortes donnent des fruits doux, leur dis-je, tandis que leurs petites mains enterraient la graine. Aujourd'hui, quand ils me regardent avec respect en passant dans la rue, je sais qu'ils ne voient pas la noire du cabaret, mais dame douleur, matriarche survivante, phare. Les nuits de cauchemar se terminèrent. Maintenant, je rêve de François dansant sous la pluie, de mes petites filles courant entre les éventaires du marché, de l'odeur de pain fraîchement cuit. Quand mon heure viendra, je ne demanderai ni pardon ni vengeance. Je dirai seulement « ça en valait la peine ».